On a tous en tête une version bien nette de l'histoire, pas vrai? Des dates précises, une progression logique, des chapitres bien rangés. Mais en fait, cette chronique officielle, c'est souvent une illusion. C'est un récit ultra filtré dont on a littéralement amputé les pages les plus fascinantes. Aujourd'hui, on va explorer ces zones d'ombre à travers les sources et comprendre comment on efface l'histoire. C'est la grande question. Que se passe-t-il quand des documents, des preuves tangibles ou même des empires tout entiers deviennent un peu trop dérangeants pour le récit de ceux qui ont gagné? Eh bien, ils ne s'évaporent pas par magie, ils sont enfouis. On va décortiquer ça ensemble aujourd'hui et analyser cette véritable anatomie de l'effacement. Le contraste est saisissant. L'histoire qu'on nous enseigne, elle est linéaire, elle est propre. Sauf que la vraie histoire, celle qui prend la poussière au fond des archives, est infiniment plus chaotique, complexe et profondément multiculturelle. Pour bien piger comment ça fonctionne, on va se plonger dans deux dossiers historiques bien spécifiques qui remettent complètement en question nos certitudes. Dossier numéro 1, l'illusion de la chronique officielle et la découverte de la Guéniza du Caire. Plantons un peu le décor. On est au Caire, en 1896. Un érudit de Cambridge, Solomon Schechter, entre dans une petite pièce d'une vieille synagogue et il tombe sur l'une des découvertes textuelles les plus incroyables de l'histoire. Cette petite pièce sombre, c'est ce qu'on appelle une Guéniza. En fait, la tradition interdisait de détruire le moindre document portant le nom de Dieu. Et résultat, c'est devenu une capsule temporelle involontaire. Des générations entières y ont empilé des papiers et Schechter y trouve la bagatelle de 300 000 documents. Et au milieu de toute cette montagne, il y a un minuscule parchemin du Xe siècle. Il finit à Cambridge, complètement ignoré, et ce n'est qu'en 1962 qu'on réalise qu'il vient en réalité de Kiev. Ce qui nous amène au mystère de la fameuse lettre de Kiev, une anomalie flagrante des années 930. Ce document, c'est en fait une lettre de recommandation concernant une dette liée à un certain Jacob Bar Hanouka. Mais le truc fou, c'est la date. On est dans les années 930, bien avant la christianisation de la Russe de Kiev. À cette époque, la chronique officielle décrit Kiev comme une simple colonie scandinave émergente. Mais attendez de voir la suite. Regardez bien les signataires de ce document. On a affaire à une communauté juive avec un dirigeant nommé Abraham Parnas, ce qui est un titre purement hébraïque. Jusque-là, ok. Mais les autres noms. Kabar, Sinaï, Manas, Cupine. Les sources sont formelles. C'est une bizarrerie absolue. Ce sont des noms profondément turciques et nomades, typiques des Khazars. En clair, ce sont des gens qui priaient en hébreu, mais qui portaient l'héritage des steppes d'Asie centrale. Et l'indice le plus dingue, il était là, dans un coin du parchemin. 6 petites runes turciques, écrites avec une encre différente. Un grand spécialiste, Omelian Pritsak, les a traduites par « j'ai lu » ou « approuvé ». Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est le coup de tampon d'un fonctionnaire des impôts. Ça prouve noir sur blanc qu'il y avait une bureaucratie khazare qui opérait en plein cœur de Kiev au Xe siècle. Pour comprendre comment c'est possible, il faut jeter un œil au fonctionnement du Khaganat khazar. C'était un système de double pouvoir super ingénieux. D'un côté, on a le Khagan, une figure sacrée et intouchable. De l'autre, on a le Bek, le chef pragmatique qui gérait l'armée, l'économie et le quotidien. La lettre de Kiev suggère qu'à l'époque, la ville fonctionnait exactement sur ce modèle hybride. Les Varegs scandinaves tenaient la force militaire, mais les marchés, les douanes et la paperasse, c'était l'expertise khazare. Ce qui nous fait aborder l'empire oublié des Khazars, souvent appelé l'empire juif des steppes. Attention, ce n'était pas un petit royaume de second plan. Nos sources décrivent une superpuissance géante entre la Caspienne et la Volga. Un véritable bouclier pour l'Europe de l'Est face à l'expansion arabe au 8e siècle. C'était un État incroyablement riche et structuré. L'ampleur du truc était colossale. Leur capitale, Itil, abritait 7 tribunaux différents pour les musulmans, les chrétiens et les juifs et les païens. C'est une tolérance religieuse hallucinante pour le Moyen-Âge. Ils prélevaient une taxe de 10% sur l'immense route de la Volga et utilisaient carrément des sacs de fourrure comme monnaie d'échange. Et le fait le plus stupéfiant, d'ailleurs confirmé par les correspondances diplomatiques de l'époque, leur élite a volontairement adopté le judaïsme comme religion d'État. C'est un phénomène historique absolument unique. Alors on est en droit de se demander comment un empire aussi massif s'évapore-t-il de nos mémoires? C'est là qu'on voit l'anatomie de l'effacement en action. Dans les années 960, le prince Sviatoslav de Kiev détruit militairement leur ville. Sans successeur politique pour écrire leur histoire, ils passent à la trappe. Et de manière presque tragique, les ruines de leur grande forteresse de Sarkel ont été définitivement noyées sous un immense réservoir soviétique en 1952. Leur passé multiculturel était devenu beaucoup trop gênant pour le nouveau récit national russe, tout simplement. Allez, on change complètement de décor pour notre deuxième dossier, l'anomalie de 1307 et la flotte disparue des Templiers. On est en France, le vendredi 13 octobre 1307, sur ordre du roi Philippe le Bel, les surpuissants chevaliers templiers sont arrêtés dans tout le pays. C'est une date ultra connue de l'histoire officielle. Mais les sources relèvent une incohérence monumentale intervenue cette nuit-là.
18. Ce chiffre est absolument crucial. Selon les documents historiques évoqués, juste avant l'aube de ces arrestations massives, 18 galères lourdement chargées ont discrètement quitté le port de La Rochelle, la grande base navale atlantique des Templiers. Et après, plus rien. Elles se volatilisent totalement. Aucun navire n'a jamais été retrouvé, aucune trace de leur chargement fabuleux, ni de leurs archives secrètes. Quand on regarde les chiffres, il y a un gouffre. L'histoire officielle nous raconte que l'ordre a été anéanti. Pourtant, les registres montrent qu'environ 2000 Templiers ont été arrêtés. Sachant que l'ordre comptait entre 15 000 et 20 000 membres en Europe, ça veut dire que des dizaines de milliers d'hommes, l'élite financière et militaire de l'époque, disparaissent des radars. On s'entend bien, ils ne se sont pas désintégrés, ils se sont organisés et ils se sont déplacés. D'ailleurs, l'institution qui les a condamnés savait très bien que le dossier est épineux. Imaginez qu'il a fallu attendre 2003 pour qu'une chercheuse tombe sur le fameux parchemin de Chinon, perdu au milieu des 53 km d'archives secrètes du Vatican. Ce document, planqué pendant 7 siècles, prouve que le pape Clément V avait en réalité secrètement absous les Templiers dès 1308. On a donc une histoire publique impitoyable d'un côté et une archive secrète qui dit l'inverse de l'autre. Ce qui nous mène à la fameuse piste sibérienne des chevaliers, une fuite vers la Tartarie. C'est une théorie controversée certes, mais fascinante relayée par les sources. Où sont passés les survivants ? Certainement pas à l'ouest, où les papes les auraient inévitablement rattrapés. L'hypothèse étudiée, c'est une fuite coordonnée vers l'est, vers des terres immenses et non cartographiées, une région qu'on appelait à l'époque la Tartarie. Et logistiquement, ça a du sens. Le mouvement retracé suggère que les Templiers auraient profité de corridors sûrs en Allemagne, puis en Pologne, en s'intégrant par exemple à l'ordre teutonique. Forts de leur longue expérience en Orient, ils auraient tout simplement suivi les anciennes routes de la soie, s'enfonçant de plus en plus loin pour finalement dépasser l'Ural, au beau milieu de l'immensité sibérienne. Et on a des traces matérielles stupéfiantes pour appuyer ça. Dans les années 70, on retrouve une lance et une cotte de maille ouest-européenne en plein cœur de la Russie. En 1989, une croix pâtée typique est découverte gravée dans la pierre à Tyumen. Encore plus fou, des archives locales de 1623 parlent de légendes évoquant des hommes de fer portant des croix rouges. Le détail qui tue, c'est que les chercheurs qui ont essayé de relier tous ces points se sont heurtés à un mur institutionnel extrêmement sévère. Alors, qui contrôle le passé ? Qu'on parle de l'effacement de l'immense empire khazar, pour simplifier l'histoire, ou du destin ignoré de dizaines de milliers de Templiers, on retrouve exactement la même mécanique de l'effacement. Et ce n'est pas forcément un complot obscur dans une ruelle sombre, c'est juste un système institutionnel redoutable qui marginalise et enterre très vite ce qui dépasse du cadre. Les sources pointent des mécanismes du silence très clairs. Déjà, l'histoire appartient à ceux qui laissent des successeurs politiques, ce qui manquait aux Khazars. Ensuite, tout ce qui menace le récit fondateur d'un pouvoir en place est étouffé. À ça, vous ajoutez la peur des universitaires de ruiner leur carrière en étudiant des anomalies et une tendance très pratique à sceller les preuves gênantes dans d'obscurs sous-sols. Le système s'autorégule à la perfection. Ce qui nous amène à cette réflexion finale. Si une superpuissance du IXe siècle a pu être quasiment gommée de nos consciences, et si une flotte entière de l'élite militaire d'Europe a pu se volatiliser dans le silence le plus total, il faut sérieusement se demander qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qu'est-ce qui dort encore sous la glace sibérienne ou qui prend la poussière dans des kilomètres d'archives souterraines ? Gardons toujours un œil critique sur ce qu'on nous raconte, car l'histoire est un immense puzzle dont il nous manque clairement beaucoup de pièces.